La République populaire de Chine est le troisième pays du monde par sa superficie, mais le plus peuplé. L'Empire du Milieu est devenu l'Empire du Milliard, très exactement 1,250 milliard d'habitants. À l'est, 3 mégapoles, Pékin, Shanghai, Canton. La Chine est toujours protégée par l'un des symboles de son gigantisme, la Grande Muraille. Un mur de 5000 km, l'édifice le plus long jamais construit par l'homme. Il s'étire d'est en ouest, de la mer de Chine au désert de Gobi. C'est pour prévenir une invasion mongole que fut édifié le mur actuel au XVe siècle. Mais une grande muraille existait déjà, voici 2200 ans. La Grande Muraille borde Pékin, Beijing dans la prononciation chinoise, ce qui signifie « capitale du Nord ». La dynastie des Ming en fit au XVe siècle le siège de son empire. Capitale, Pékin l'est toujours resté. En 1949, le pouvoir communiste a pris la place du pouvoir impérial. La Chine nouvelle n'a pas pour autant effacé la Chine ancienne. Les cerfs-volants, toujours à la mode, sont le témoignage d'une culture 3 fois millénaire. La culture des Han, l'ethnie qui compose l'essentiel du peuple chinois. Pékin est extrêmement étendu. La municipalité couvre la moitié de la superficie des Pays-Bas. La ville elle-même compte 6 millions d'habitants, 10 si l'on compte les banlieues. Il n'y a pas si longtemps, il était interdit de construire plus haut que la cité interdite. À l'aube du 3e millénaire, le nouveau visage de Pékin est marqué par les gratte-ciel et la circulation automobile, signe de l'ouverture et de la croissance. Chang'an-Datier, l'avenue de la paix éternelle, traverse toute la ville d'est en ouest. Elle aligne quelques-uns des plus prestigieux hôtels de la ville et des centres commerciaux ultra-modernes. Mais l'immense artère n'était plus assez grande pour Pékin. Elle sera donc doublée d'une autre avenue de 8 km de long. Chang'an-Datier traverse le cœur historique de la capitale, la place Tiananmen. 1 million de personnes peuvent se rassembler ici. La Chine nouvelle a ouvert cet espace impérial, jadis fermé à la population. Elle y a installé l'Assemblée nationale du peuple. Le mausolée du président Mao, surnommé le Grand Timonier, parce qu'il fut l'artisan du communisme chinois. Des statues colossales racontant la prise du pouvoir. Et un musée consacré à l'histoire de la nation. Tiananmen signifie « porte de la paix céleste ». C'est le seul vestige du rempart qui jadis protégeait la capitale impériale. Mao Tse-tung l'a choisi comme symbole pour proclamer la création de la République populaire de Chine. Tiananmen était une porte de la cité interdite. Interdite au commun des mortels, la cité était réservée à la famille impériale. Les fonctionnaires de l'Empire venaient y rendre des comptes, mais ils n'y vivaient pas. En traversant la mer des pavés, on accède aux salles où l'empereur présidait des cérémonies fastueuses, comme la salle de l'harmonie suprême. Tuiles d'or et murs pourpres, les couleurs impériales. Les attributs du pouvoir, les coiffes de l'impératrice et de l'empereur. Depuis l'expulsion du dernier maître des lieux, en 1924, la cité a progressivement cessé d'être interdite. Le temps des empereurs est révolu. Pourtant,
Comme le rappelle le cadran solaire, l'empereur était le maître du temps. Il était aussi le fils du ciel. Le marbre sur lequel passait son palanquin est orné de dragons jouant parmi les nuages. On achemina la dalle de 200 tonnes en hiver en la faisant glisser sur une piste de glace. La cité interdite comprenait des appartements privés où résidaient l'empereur et sa famille. Famille au sens très large, puisque le Fils du ciel avait à sa disposition des milliers de femmes qui l'honoraient ou non, selon son caprice. Le raffinement du décor ne doit pas faire oublier que ces femmes vivaient recluses. Épouses, concubines ou servantes, celles qui entraient dans la cité interdite ne la quittaient qu'à sa mort. La Chine actuelle se joue des souvenirs de cette époque. Pour quelques yuan, on se fait transporter en palanquin, revêtu des atours de la concubine impériale. Jadis, la joie de vivre ne franchissait guère les hauts murs et les douves profondes de la cité interdite. Pour échapper à cette ambiance austère, les empereurs aménagèrent à partir du XVIIe siècle des parcs d'agrément. Un seul de ces parcs existe toujours, celui du Palais d'été, sur les bords du lac de l'Éternel Printemps, au nord de Pékin. Lubie extravagante, un bateau de marbre. Une impératrice détourna pour le construire de l'argent destiné à la défense de la Chine menacée par l'Occident. À l'horizon se profilait le XXe siècle, mais le pouvoir impérial faisait comme si rien ne changeait. Au bord du lac, une galerie abrite pas moins de 14 000 peintures. Il a fallu les refaire entièrement. Elles étaient fragiles, car peintes sur bois. Dans le palais d'été, comme dans la cité interdite, le bois était le principal matériau de construction. Souvent, les pavillons brûlaient. On les rebâtissait, mais en leur donnant un nouveau nom, car on pensait que l'ancien leur avait porté malheur. Ce fut le cas de la salle des vagues de jade. Autre nom poétique, la colline de la longévité millénaire, surmontée d'une pagode bouddhique. La colline a été élevée avec la terre provenant du creusement du lac de l'Éternel Printemps. C'est aussi à l'extérieur de Pékin que les empereurs établissaient leurs palais pour l'au-delà, équivalent des pyramides pour les pharaons. Comme dans les pyramides, l'accès aux tombeaux était secret. Un secret bien gardé, puisque sur les 13 tombeaux de la dynastie des Ming, un seul a été découvert, par hasard. L'allée des esprits dessert tous les temples funéraires. Des statues de fonctionnaires la jalonnent, serviteurs des empereurs défunts. Les empereurs vouaient un culte aux éléments naturels, en particulier au ciel, censé être leur père. Au sud de Pékin, le temple du ciel. Une rotonde à triple toit. 3 chiffres impairs, symbole du ciel. Des tuiles bleues, la couleur de l'azur. Et un autel circulaire, comme la voûte céleste. Sur la dalle centrale, seul l'empereur avait le droit de ployer le genou pour prier. Si ces temps sont lointains, certaines croyances demeurent. Ainsi, les Chinois pensent toujours que l'univers est animé par des énergies, des souffles. D'où la popularité des exercices qui enseignent la maîtrise de la respiration.
Les empereurs vouaient leur propre culte aux éléments. Ils patronnaient aussi certaines religions. En plein Pékin, ils offrirent un palais à des bouddhistes tibétains qui en firent un temple. Au cœur du temple se dresse un colossal Bouddha en bois de santal. C'est le temple des lamas. Le mot lama désigne les moines bouddhistes au Tibet. D'abord rouverts en tant que musée, les temples sont redevenus tout naturellement des lieux de culte. En raison de la croissance, les véhicules individuels se multiplient. Autos, motos, bus, vélos, piétons, il a fallu une nouvelle signalisation pour harmoniser leur coexistence. Mais la bicyclette est toujours la petite reine. Chaque jour, 6 millions de vélos sillonnent Pékin. Tourisme oblige, les cyclopousses ont repris de l'activité. Même à temps partiel, car à Pékin, on a souvent plusieurs métiers pour étoffer le budget familial et pouvoir consommer. La rue de la Soie est un des hauts lieux du commerce populaire. On y trouve tous les vêtements made in China. Désormais, en Chine, la veste Mao est passée de mode. On porte cravate. On affiche les symboles de l'Amérique. La rue de la Soie est un vaste marché où tout se négocie. On l'a surnommée OK Street, car on tombe toujours d'accord sur un prix avec les vendeurs. Désormais en Chine, tout s'achète et tout se vend, y compris le petit livre rouge que l'on ne trouve plus que chez les bons antiquaires. Ceux-ci ont une rue qui leur a été réservée dans un vieux quartier réhabilité. C'est la rue des Tuiles vernissées, désormais connue sous l'appellation rue des antiquaires. Les premiers grands magasins de Pékin étaient appelés les magasins aux 100 choses. Dans les années 1990, les slogans disaient « Enrichissez-vous ». Aujourd'hui, les affiches disent « Consommez sans retenue ». Et les Chinois ne s'en privent pas. Le week-end en particulier, les grands magasins ne désemplissent pas. Robots ou tout ce qui peut moderniser la cuisine, l'électroménager à la cote. Et le massage traditionnel a fait lui aussi sa petite révolution. Il en va de même pour la cuisine rapide. Les enseignes américaines sont désormais partout. N'en déplaise au Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste. Malgré les bouleversements, la capitale a encore ses oasis de calme. Exemple, Beida, la vénérable université. Ou les Hutong, les ruelles des vieux quartiers qui ont échappé au bulldozer. Ici, le changement n'a pas de prise. On s'occupe comme on s'occupait autrefois. Le Pékin d'hier contraste avec le Pékin d'aujourd'hui. Sur les trottoirs, on ne peut ignorer que le futur sera très différent du passé. Mais certaines traditions ont la vie dure. Pour une poignée de yuan, la devise chinoise, on se passe aisément des fast-foods à l'occidental. Une myriade de gargotes occupe les trottoirs de Pékin. En vedette, les nouilles. Avec la palette entière des condiments pour relever la saveur. Et en dessert, les friandises typiquement pékinoises, mandarines et azeroles au caramel.
Mais la cuisine de rue ne doit pas faire oublier la tradition gastronomique de Pékin. La grande spécialité, le canard laqué. La préparation est sophistiquée. On gave le canard comme une oie, on décolle la peau, on le remplit d'eau au tiers. C'est au contact du feu que la peau, très grasse, rissole, se laque. La peau, croustillante, se marie à merveille avec la chair, rendue moelleuse par l'évaporation de l'eau. Et pour ceux qui abusent de la bonne chair, il y a les docteurs de rue. On évite ainsi la bureaucratie des hôpitaux. Les trottoirs de la capitale sont un spectacle permanent. On interprète, pour le plaisir, un extrait d'opéra. Les jeunes s'en amusent. Pour eux, l'opéra est une distraction de vieux. Pourtant, l'opéra de Pékin, né au siècle dernier, reste célèbre dans le monde entier. Wang Futing, la rue des puits des familles princières, est la scène d'une autre distraction du soir, le shopping. Avant l'action, on se restaure au stand de la ruelle des Poissons d'Or. En fait, ce sont les Chinois qui ont inventé le fast-food. Aucun magasin ne ferme ici avant 22 h. Le Sun Tongan Market est le plus grand de Pékin. Superficie utile 100 000 mètres carrés. À Pékin, l'Occident est devenu une référence. Mais lorsque le rideau s'ouvre, la tradition réapparaît. Plus long encore que la Grande Muraille, le fleuve Yangtze démarque la Chine du Nord et la Chine du Sud. À son embouchure, Shanghai, qui signifie « sur la mer ». Avec ses 6000 km, le Yangtze est la principale voie navigable du pays. Conséquence logique, Shanghai est le principal port et le plus gros centre industriel de Chine. La ville est établie de part et d'autre du Huangpu, un affluent du fleuve. Sur la rive est, le secteur de Pudong a poussé comme un champignon sur des terres autrefois insalubres. Pudong rêve d'être à la fois Wall Street, Silicon Valley et Hong Kong. Un rêve fait d'ambition, de modernisme et de chiffres, avec des investissements qui se comptent en dizaines de milliards de dollars. Face à ce symbole capitaliste au futur, la rive ouest, le Bund, présente un aspect bien désuet. L'architecture des immeubles évoque le capitalisme façon années 1920. Shanghai vivait alors à l'heure de l'Occident, en particulier de la Grande-Bretagne et de la France. L'administration municipale occupe aujourd'hui les anciens sièges de banques, de journaux ou de clubs à l'atmosphère européenne. Un tunnel relie désormais Puxi et Pudong, les deux rives du Huangpu. Les tours géantes de Pudong obéissent au nouveau slogan du ministère des Finances « Si le nid est accueillant, l'oiseau s'y pose ». L'oiseau, ce sont bien entendu les entreprises d'envergure internationale. Un symbole, la bourse. 1 milliard de dollars y change de main chaque jour. En sous-sol, comme par-dessus le sol, l'expansion de Shanghai a nécessité le développement des moyens de déplacement. Pour désengorger Puxi de ses embouteillages, on a construit un flyover, une autoroute urbaine qui survole littéralement toute la partie ancienne de la ville.
À Poussy encore, la municipalité s'est offert un grand lifting sur la place du Peuple. Au centre, construit sur le modèle des vaisselles de bronze de l'Antiquité chinoise, le musée de Shanghai. Tradition, futurisme. À côté, l'actualité défile jour et nuit sur écran géant. À l'angle de la rue de Nankin, l'opéra, dessiné par un Français, déploie les ailes blanches de sa toiture en forme de pagode. Tout autour, en surface et en sous-sol, les galeries marchandes alignent les magasins par centaines. Dans les années 1930, Shanghai était une cité de plaisir et d'argent. Dans les années 1950, le pouvoir central l'a puni de sa frivolité. La ville a ainsi connu une longue traversée du désert qui a largement profité à Hong Kong où s'exilèrent beaucoup de Shanghaïens. C'est précisément pour contrebalancer la puissance de Hong Kong que les dirigeants chinois se sont décidés à réveiller Shanghai au début des années 1990. Dans cet univers urbanisé à l'extrême, les espaces verts sont rares et bienvenus. Un jardin porte le nom de Lu Xun, le premier écrivain de la Chine moderne. Village de pêcheurs il y a seulement 2 siècles, Shanghai est aujourd'hui la ville la plus peuplée de Chine, 14 millions d'habitants. À l'ombre des gratte-ciel subsistent quelques vestiges des quartiers coloniaux. Ombragés de platanes à la française, ces quartiers étaient des concessions que l'Occident avait exigées après sa victoire contre la Chine au XIXe siècle. Des zones de liberté commerciale échappant à la juridiction chinoise. Dans l'ancienne concession française, Huaihai, l'ex-rue du Maréchal Joffre, est celle des boutiques chic. Dans les magasins, les contrefaçons ne sont plus de mise. On préfère acheter les marques étrangères, quitte à y mettre le prix. La plupart des Shanghaïens s'emploient à tripler leur salaire mensuel en multipliant les employeurs. Symbole du temps des concessions, Dachétier, le grand monde. Dans les années folles, la pègre, la politique et la finance s'y croisaient. Mais Shanghai la capitaliste fut aussi Shanghai la rouge. Ici vécut l'homme qui fonda en 1911 la République de Chine. Il créa aussi le Parti nationaliste, le premier parti politique chinois, le docteur Sun Yat-sen. Dans une autre demeure, une réunion historique vit naître le Parti communiste. À cette réunion participait le jeune Mao Tse-tung. Malgré la spéculation immobilière, subsistent certains îlots du vieux Shanghai. Ici, la continuité l'emporte sur le changement. Au hamburger frites, on préfère toujours le pâté de soja, ou les jolis gâteaux fourrés de pâtes de riz et de haricots. Le coiffeur traditionnel n'oublie jamais le massage du cuir chevelu. Et le pharmacien soigne le vieillissement grâce à tous ces produits naturels comme le ginseng qui augmente la longévité.
Le bois de cerf, lui, raffermit la virilité des hommes et la poitrine des femmes. Les prix, parfois très élevés. Autre tradition, la maison de thé. Installée sur une pièce d'eau, elle est desservie par un pont en zigzag pour décourager les mauvais esprits qui, comme chacun sait, ne se déplacent qu'en ligne droite. Shanghai attire bien entendu ce qu'on appelle la population flottante, ces millions de Chinois qui errent de ville en ville à la recherche d'un emploi, d'un toit. Il est vrai que la prospérité des Shanghaïens fait des envieux. Même les temples sont prospères à Shanghai. Au temple du Bouddha de Jade, on enregistre les donations de visiteurs soucieux de leur salut. Les moines, les bonzes, célèbrent chaque jour les sutras, les prières qui régissent la vie quotidienne des bouddhistes. On raconte que le supérieur du temple protégea l'édifice de la fureur destructrice des gardes rouges en tapissant ses portes de portraits de Mao. Il sauva ainsi un trésor. 2 Bouddhas de jade blanc venus de Birmanie. Jadis, cette partie de la ville était un quartier indigène, à 100% chinois, entouré de toutes parts par les concessions étrangères. Aujourd'hui, les maisons reconstituées à la mode d'autrefois abritent, bien entendu, des commerces. Les rues sont le théâtre de manifestations commerciales en vogue, comme les défilés de mode. Trop occidentaux, disent les Chinois du Nord des Shanghaïens. Ici, les mariés sont en blanc, à la mode occidentale. Trop prodigue, reproche-t-on aux habitants de Shanghai. Le mariage est la vitrine de la réussite dans les affaires. Shanghai vit sans complexe sa double personnalité. Une cité chinoise au rythme du Tai Chi Chuan, la boxe de l'ombre. Une cité à l'occidentale, le temps d'une passe de rock'n'roll. Ou le temps d'un tango, comme dans les années folles, quand elle était la perle de l'Orient. Le soleil peut se coucher, mais pas Shanghai. Pudong s'illumine, ainsi que le Bund. À l'angle de la place du Peuple, le quartier piétonnier de la rue de Nankin est le rendez-vous des noctambules. Les magasins y restent ouverts très tard et les bars attirent les jeunes. On y chine, on y déambule, on y dîne dans des gargotes jusqu'à 1 h du matin. Chaque soir, Shanghai devient kaléidoscope de néon. Un spectacle prestigieux, le théâtre acrobatique.
Mondialement célèbre, la troupe compte un artiste vedette, Wei Wei, le premier panda dressé pour le cirque. À l'est de Shanghai s'étend le Tiangnan, le pays des eaux. C'est le delta du fleuve Yangtze qui rend la région si fertile, donc si peuplée. Le pays des eaux est parsemé de dizaines de bourgs millénaires et pittoresques. Zhouzhuang est bâti sur un quadrillage de canaux. Dans certaines rues, on ne circule qu'en sampan. Le sampan, c'est la barque traditionnelle répandue dans toute l'Asie. Aux portes de la turbulente Shanghai, Zhouzhuang évoque une Chine paisible qui semble aujourd'hui sortie d'un autre âge. Les persiennes de bois protègent de la chaleur estivale. Une chaleur humide, comme dans tout le sud de la Chine. Depuis 7000 ans, ce climat favorise la culture du riz. Nourriture de la Chine méridionale, le riz ne fut adopté par les habitants du Nord qu'à partir du 7e siècle, après la construction du Grand Canal impérial. Ce canal permit en effet d'échanger le riz du Sud contre le charbon du Nord. Il y a bien 6000 ponts de pierre dans cette cité, estimait déjà Marco Polo à propos de Suzhou. Suzhou, sur les bords du Grand Canal, est la principale ville du pays des eaux. 800 000 habitants. Une cité dynamique dans une région qui s'affirme depuis toujours comme le pôle économique de la Chine. Pourtant, Suzhou conserve un charme tranquille. Ici, pas de gratte-ciel. C'est une pagode qui domine la ville. La pagode du Temple du Nord, à 9 étages. Un nombre impair, comme pour toutes les pagodes. Suzhou est un grand centre textile. Depuis le Moyen-Âge, c'est la ville de la soie. Avec sa bave, le ver à soie file un cocon. Grâce à l'eau bouillante, on sépare les filaments de bave. En réunissant plusieurs filaments, on obtient un fil de soie. Il ne reste plus qu'à l'enrouler sur une bobine. Suzhou était l'une des villégiatures préférées des grands marchands et des mandarins quand venait l'heure de la retraite. Elle a conservé de cette époque de magnifiques jardins. Ils sont conçus comme une réduction de la nature, à l'image des bonsaïs. Le bonsaï a été créé sous la dynastie Tang. Jusqu'à présent, il y a un peu plus de 1300 ans. Le bonsaï se divise en deux catégories. Alors, dans ce jardin, principalement, c'est le tronc nain. Deuxième catégorie, c'est le paysage fait de rochers. Ça représente le paysage de la montagne. Alors, en Chine, on considère le bonsaï comme un poème muet et une peinture en relief. L'art du jardin chinois participe du même esprit. Exemple, tracé au XIe siècle, restauré il y a 200 ans,
le jardin du maître des filets. Pour symboliser les montagnes, une collection de pierres. Pour agrandir l'espace, une multitude de perspectives. Dans leur résidence paisible, les mandarins retraités faisaient venir, pour leur détente, des artistes de renom. Après l'agitation et les fastes de Pékin, les mandarins revenus au pays natal quêtaient les charmes d'une vie rustique. Le pays des eaux comprend le lac Tai, un lac très fréquenté par les pêcheurs. Ce sont eux les maîtres des filets. À l'extrême sud de la Chine, au fond de l'estuaire de la rivière des Perles, une troisième mégapole, Canton, tournée vers Hong Kong et Macao. Atterrir à Canton, c'est entrer dans le mouvement d'une ville dont l'évolution a été moins spectaculaire ces dernières années qu'à Shanghai ou Pékin, peut-être en raison de ses habitudes méridionales. Connue sous le nom de Canton, qui est en fait le nom de la province, la ville s'appelle Guangzhou, littéralement préfecture du vaste sud. Un vaste sud qui, dans les années 1990, pulvérise tous les records mondiaux de croissance. Population de Canton, 4 millions d'habitants. Ni l'architecture imposante de Pékin, ni l'urbanisme frénétique de Shanghai, les constructions de Canton reflètent le pragmatisme de ses habitants. Jusqu'au toit d'immeubles, où l'on aménage des poulaillers. L'île de Shamien et son architecture européenne, une oasis de calme dans la ville. Shamien fut une concession franco-britannique occupée par une micro-société occidentale jusqu'en 1949. Canton a sa culture, ses habitudes. On parle le cantonais, incompréhensible pour les Chinois du Nord. On aime les interminables parties de dominos. En revanche, il est une passion que Canton partage avec toute la Chine. L'attirance pour des matières précieuses comme le jade. Mais la foule cantonaise se presse surtout quand il est question de nourriture. Le marché Tingping, les halles de la ville, donnent l'impression que tout se mange. Racines ou chrysanthèmes séchés, les aliments sont considérés comme des remèdes, et les remèdes comme des aliments. Pour se fortifier, rondelles de bois de jeune cerf ou spirales de serpent séché. Le marché Tingping ressemble parfois à un zoo, car la fraîcheur des produits est essentielle dans la gastronomie cantonaise. Pour les soupes, des tortues d'eau douce.
des chats à consommer en ragoût, des blaireaux, dicton cantonais. À Canton, on mange tout ce qui a 4 pattes, sauf les tables et les chaises. L'art savant de la gastronomie a ses temples, les grands restaurants de la ville. Une préparation minutieuse, mais une cuisson en général rapide, grâce au wok. Coûteuse et raffinée, la cuisse de chien. Toutes les spécialités que vous voyez ici sont des spécialités de notre restaurant. Cochon de lait laqué, petit farci aux crevettes, crevettes sautées aux pousses d'oignons frais, oiseaux braisés, poulet étuvé, parfumé et bien sûr les dim sum, les bouchées cuites à la vapeur. On n'hésite pas à dépenser des fortunes pour un tel repas. Les hôpitaux spécialisés dans la médecine traditionnelle répondent au même principe que celui qui régit la cuisine chinoise, l'harmonie. Le corps est un tout, il est irrigué par une énergie circulant dans un réseau de lignes, les méridiens, sur lesquels on peut intervenir en certains points. La différence entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, c'est que nous considérons le corps comme un ensemble. Ce n'est donc pas la partie malade qui sera traitée, mais le méridien correspondant. Par exemple, quelqu'un qui souffre de l'estomac sera traité par massage ou bien par acupuncture sur le méridien situé dans la région de la clavicule. L'officine de l'hôpital ressemble à une cuisine. Écorce de commis, bulbes de fritillère, racines de codonopsis, angélique chinoise. Les remèdes sont combinés selon une recette particulière à chaque prescription. Et la préparation peut être modifiée chaque jour. On soigne le malade, pas la maladie. Ce ne sont pas seulement les vertus thérapeutiques du serpent qui ont inspiré la création, à Canton, d'un parc d'attractions entièrement consacré à ces reptiles. Il y a une autre explication. Le créateur et patron de ce petit paradis descend d'une dynastie de rois qui était réputée maître des serpents. Un détail, le nom du patron, Monsieur Tien, signifie Monsieur Pognon. Il vend du serpent sous toutes ses formes. De la cravate à l'élixir de virilité. Et dans son restaurant se dégustent 30 recettes cantonaises à base de serpent. Du serpent braisé à la soupe du dragon et du phénix, composée de chair de chat, de poulet et de serpent. Même dans son bureau, Monsieur Tien est bien le maître des serpents. Oui, les reptiles apprivoisés peuvent être des gardiens efficaces ou encore d'aimables animaux de compagnie. À Canton, on aime les bêtes dans tous les sens du verbe aimer. Les retraités qui font prendre l'air à leurs petits compagnons chanteurs se régaleront peut-être juste après d'un plat difficilement avouable en Occident. Les animaux sont liés, selon la légende, à la fondation de la ville.
Dans le parc Yuesio, un monument rappelle que Canton est la ville des chèvres. Ces 5 chèvres porteuses d'épis de riz que le ciel envoya jadis aux habitants de la région. Canton s'étend au bord de l'estuaire de la rivière des Perles. Cette situation privilégiée en fit la plus cosmopolite des cités chinoises, avec, dès le 7e siècle, une importante communauté de marchands arabes. Canton a érigé un mémorial qui rend hommage à l'action d'un natif de la région dans la révolution de 1911, le docteur Sun Yat-sen. Cette révolution instaura la République en Chine, mais ne marqua pas la fin de la présence occidentale. Souvenir de cette présence à Canton, la cathédrale de style néo-gothique, conçue par un architecte français. La Chine compte 10 millions de catholiques. Parfois, le catholicisme a influencé le bouddhisme. Kuan-Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, est ainsi devenue une sorte de Sainte Vierge de l'Extrême-Orient. Kuan-Yin est aussi la déesse de la fécondité. Mais pour lutter contre la démographie galopante, le gouvernement interdit d'avoir plusieurs enfants. Le temple des 6 Banyans abrite l'association bouddhique de Canton. Les Banyans, des arbres que l'on cherchera ici en vain. Ils ont disparu depuis longtemps. La pagode évoque la tour de Pise. Son tempérament sudiste fait de Canton la ville chinoise la plus animée la nuit. Les discothèques de Canton sont les plus branchées de toute la Chine. La province de Canton a été l'une des premières à se doter d'autoroutes et à découvrir le péage. Direction Foshan, à 30 km de Canton. À l'image de la Chine, cette ville de 300 000 habitants est à la fois tournée vers le futur et respectueuse des traditions. Dans le passé, elle fut un centre religieux important. Son temple taoïste est consacré au dieu Xuanti, représenté sous la forme d'une tortue et d'un serpent. Sur les toitures, des figurines d'argile dont Foshan perpétue la fabrication. Moulées, reproduites en série, elles sont vendues dans toute la Chine. Personnages de romans, divinités populaires, porte-bonheur, comme le petit garçon tenant une pièce de monnaie et juché sur un cochon. Il apportera la prospérité pour l'année du cochon. Une autre activité locale, la peinture sur porcelaine. D'importantes quantités de porcelaine chinoise non décorée convergent à Foshan pour y être émaillées dans des centres artisanaux spécialisés. Si les porcelaines peintes s'appellent des cantons, c'est tout simplement parce que leur fabrication débuta au XVIIIe siècle dans la région de Canton. Leur thème, des paysages, des scènes de romans ou encore les fleurs illustrant les 12 mois de l'année. Les Chinois portent la nature au cœur, surtout ceux des villes qui rêvent de paysages sauvages et poétiques. Kuailin, à l'ouest de Canton. Il y a très longtemps, la mer envahit la Chine. Ému du sort des habitants qui s'enfuyaient, un immortel transforma les collines du nord en un troupeau de milliers de chèvres qu'il poussa vers le sud. Lorsque les chèvres parvinrent dans la région de Kuailin, un vent étrange se mit à souffler sur la plaine et les bêtes, une à une, reprirent leur forme originelle de collines, formant un barrage contre les eaux.
Bordée au sud par des collines féeriques, gardée au nord par la Grande Muraille, la Chine des légendes, comme celle des grandes métropoles, est éternelle. En effet, elle tire son âme de traditions qui ignorent les changements, indifférentes aux notions de passé, présent ou futur.